ce qu'on veut vous entretenir aujourd'hui, Alain et moi. On va parler de la paletée, de l'assemblage, stabilité de la marchandise, dimension des palettes, dimension des charges. On va parler également d'usage des palettes, compatibilité, capacité de palette, l'entreposage adéquat dans un palettier, l'entreposage adéquat au sol également. Puis finalement, on va parler un peu d'organisation du travail. Ça va être intéressant. La pelletée, c'est composé d'une palette et de sa charge. La palette est composée donc d'une palette avec sa charge. Elle peut être manutentionnée plusieurs fois avant d'arriver à destination finale. Elle est déplacée, gerbée, dégerbée à l'aide d'un transpalette, à l'aide d'un chariot élévateur, transportée dans un véhicule lourd, transportée dans un train de marchandises, transportée par mer sur un bateau, regerbée, le chariot élévateur, il faut qu'il sorte du moyen de transport, il va circuler avec, il va mettre ça dans un palettier, le gerber dans un palettier, puis dans le palettier, encore une fois, il va être ressorti encore pour d'autres tâches. Toutes ces opérations risquent de déstabiliser la charge sur la palette, détériorer la structure de la palette, puis évidemment, augmenter les risques d'accident. Les risques dus à une mauvaise conception de la pelletée sont des bris de cargaison, comme vous voyez sur l'image, l'allongement de la durée de transbordement, ça prend plus de temps, difficulté d'arrimer de façon sécuritaire la charge. Comment voulez-vous qu'une personne puisse arrimer ça convenablement dans le fourgon? Les efforts excessifs du travailleur qui va tenter de la mettre stable pour pouvoir la transporter, chute d'un empilement, de la pelletée dans le véhicule ou dans l'entrepôt ou, pire, dans le palettier. Est-ce qu'il y a le record du monde de la pile stable la plus haute? Pardon? Est-ce qu'on a établi le record du monde de la pile la plus haute stable sur une palette? La question est très intéressante. On va répondre à ta question un peu plus tard dans la présentation. Merci. La marchandise doit être assemblée sur la palette de façon à ce qu'elle soit stable lorsqu'elle est entreposée. La réglementation sur la santé et sécurité du travail du Québec, à l'article 290 dans le règlement, parle de stabilité de la pile, et là, je réponds à ta question. Tout ce que nous dit le règlement, c'est que le matériel ne doit pas être empilé à une hauteur telle que la stabilité de la pile soit compromise. Tu peux l'entreposer n'importe comment de haut, en autant que c'est stable. Si ça devient instable à partir du deuxième empilement, tu contreviens à l'exigence de l'article 290. Ils ont pensé à ça. Ils sont quand même forts. Mais le règlement de l'article n'est pas plus précis que ça. Ça ne nous dit pas vraiment à quelle hauteur qu'on peut le mettre. On peut, par contre, nous baser sur quelques paramètres simples pour assurer la stabilité d'un empilement. Il faut prêter attention à la hauteur de la pelletée. Une pelletée de plus que 6 rangs d'empilement, c'est difficile à rendre stable pour les raisons suivantes. Le centre de gravité est trop haut. Si le centre de gravité est trop haut lors des transports par chariot élévateur ou par transpalette, ça risque de basculer. La marchandise qui se trouve en bas, sur la première rangée de la palette, elle risque de s'affaiser à cause du poids de la marchandise. Puis, l'affaissement de l'emballage ou de la palette sous le poids. Il faut que la palette elle soit solide pour supporter une charge de 5 ou 6 empilements. J'ai des photos. On voit très bien sur ces photos que l'empilement est effectivement pas stable. C'est important de partir avec une bonne base. Il faut que la palette elle soit structurellement solide, puis il faut que les premières rangées de l'empilement soient aussi structurellement solides. Les travailleurs qui préparent des commandes ou qui font du picking, en langage, on utilise le mot picking, dans les entrepôts doivent faire preuve d'une grande habileté et beaucoup d'imagination pour monter une pelletée à la fois homogène et stable avec des charges de formes différentes, de poids différents, de structures différentes. Il existe différents types de pelletés qui se différencient par leur forme.
À gauche, une forme homogène, cubique, qui est beaucoup plus facile à rendre stable sur la palette. Les formes moins homogènes, celles du centre, présentent des irrégularités, puis à droite, de forme irrégulière. Les paletés de gauche et du centre sont faciles à homogénéiser. Hein? C'est plus facile parce qu'il n'y a pas... Parce que, en utilisant une pellicule de plastique, la paleté de droite exige des faillards métalliques, exige plus... que les gens prennent plus le temps pour stabiliser la palette de façon adéquate. Bien, tu peux me dire que juste une pellicule de plastique, ça peut empêcher ça de tomber, là. Du plastique. Pas dans tous les cas. En fait, c'est le poids de la marchandise qui dit que le moyen pour stabiliser la charge. Okay. Comment ta marchandise va peser. Par exemple, une pellicule de plastique est insuffisante. Ça ne marchera pas pour stabiliser une palette de plus de 2800 livres. OK. Donc, il faut que tu connaisses le poids de ta marchandise pour être capable de la stabiliser. 4 moyens, donc, pour unifier la marchandise et la palette. Les pellicules de plastique, faillards de plastique ou des faillards métalliques, collage par points. Hein, dans certaines organisations, on fait du collage sur les boîtes pour stabiliser la charge. Puis, les pellicules étirables. Ça peut être long, alors, faire une palettée. Ça peut être long. Effectivement, ça peut être long. Si les boîtes sont toutes pareilles, c'est facile, c'est moins long, mais évidemment, tu vas comprendre que plus la marchandise est hétéroclite sur la palette, bien, plus qu'il faut la stabiliser de façon convenable. Il ne faut pas oublier que ça va être transporté par des moyens de locomotion sur les routes du Québec. On connaît l'état des routes au Québec. Très belle route. Exact. Il faut stabiliser la marchandise dans le fourgon, dans le bateau ou dans le train, ou etc. Bien. Guy et Jean-Christophe, aujourd'hui, je vous ai amené des photos. OK. Des photos prises durant mes interventions. Vous allez voir vraiment des exemples concrets qui ont été croisés tout au cours de la présentation. Donc, on parlait tantôt de l'importance d'avoir une bonne base. Et dans tous les exemples que je vais vous montrer là, vous allez voir que c'est la problématique qui entraîne le risque de chute. Donc, sur ce premier exemple, on voit ici une palettée de marchandises qui est bien enrubannée d'une pellicule plastique. Donc, tu posais la question, Jean-Christophe, est-ce que c'est suffisant pour empêcher le renversement de la charge? Bien, dans cet exemple-là, on voit que ça menace quand même de se renverser. Mais la pellicule a possiblement retardé le renversement. La marchandise a commencé à s'évaser, elle s'incline dangereusement vers la voie de circulation, mais on n'est pas rendu au point de renversement. Donc, dans ce cas-ci, ça a permis de détecter la situation avant qu'on ait la chute de marchandise. Alors que dans ce deuxième exemple, on n'a pas de pellicule plastique, c'est juste des petits rubans adhésifs qui retiennent la marchandise. Ici, on est vraiment à un point critique sur le bord où la marchandise pourrait se renverser à tout moment. Donc là, ça aurait dû être... ils auraient dû mettre du plastique ou autre chose. Bien, en fait, dans les deux cas, la problématique qui génère cette tour de Pise-là, c'est le fait que les premières boîtes à la base s'écrasent sous le poids de la marchandise. Donc, le contenant n'est pas capable de supporter la charge. Donc, c'est la principale problématique là, qui va entraîner des situations à risque. Non, je comprends. On pourrait mettre la tour de Pise dans une pellicule plastique, ça ne changerait pas grand-chose. Éventuellement, à cause du poids, comme Guy a mentionné. Ouais. Au-delà d'un certain poids, la pellicule va tout simplement céder ou la palette va se renverser. Puis dans ces trois exemples-là, bien, encore une fois, c'est juste vous montrer des exemples concrets où on voit la boîte à la base s'écrase sous le poids qu'il supporte, puis ça entraîne une inclinaison dangereuse là, de la marchandise. Donc, à tout moment, on a une boîte qui pourrait chuter sur la voie de circulation. Puis même si le cariste est dans son poste de conduite, il y a quand même des risques de recevoir une charge là, si ça tombe entre le mât et le poste de conduite ou par le côté. Donc, bien important de détecter ces situations-là et d'y remédier pendant les manœuvres ou pendant qu'on circule dans l'entrepôt. Donc, on vient de voir que la marchandise doit être assez stable pour ne pas présenter un risque de se renverser durant les opérations avec un chariot élévateur ou une fois entreposé. Entreposé dans un palettier ou entreposé au sol également. Parce que le risque qu'on parle, ça peut aussi se produire au sol. Donc, peut-être d'autres exemples concrets que je peux vous partager. Quand on vient de parler de stabilité de la marchandise sur la palette,
Mais maintenant, quand vient le temps de déplacer la palette avec les marchandises, il faut que j'ai une préoccupation. Est-ce que ma marchandise va être suffisamment stable sur la palette au moment de la déplacer? Donc, il n'y a pas rien qui est mentionné dans le règlement sur la santé et sécurité du travail à cet effet-là, mais on a un article dans la norme sur les chariots élévateurs qui vient dire « Seules les charges stables peuvent être manipulées ». Donc, dans les exemples que je vous présente, il y a lieu de se poser la question, est-ce que la marchandise est suffisamment stable pour être déplacée sans qu'il y ait un risque de chute pendant des manœuvres avec l'équipement de levage? Donc, ici, on a des produits qui ont une forme cylindrique, qui ne sont pas sécurisés sur la palette. Alors, si on déplace la palette dans ces situations-là, la charge peut facilement rouler et chuter. Donc, il est important qu'elle soit stabilisée. Ici, un exemple un peu comme on a vu tantôt, donc un début d'affaissement de boîte à la base de la pile, crée un début de tour de Pise. Puis là, j'ai des écarts qui se forment, des espaces libres qui se forment entre mes boîtes. Fait que ça fait une charge qui est très instable au moment de la manipuler avec le chariot. Donc, dans ce cas-ci, une pellicule plastique pourrait venir assurer là, la manutention de cette charge-là. Mais j'ai envie de te... Pardon? Non, vas-y, Jean-Christophe. Non, j'ai envie de te poser une question. Moi, je suis cariste, je vois les boîtes là, qui sont... Clairement, quand je vais prendre la palette, ça a des grosses chances de tomber. Donc, je la prends pas. Mais comment je fais pour aller sécuriser la paletée une fois qu'elle est dans le paletier? Bien, c'est un peu l'objet de notre conférence. C'est d'éviter ce Je vais genre de écouter situation. alors, je devrais écouter finalement. C'est l'objet de notre conférence. C'est d'éviter tout ce genre de situation-là qui génère non seulement des risques de chute, mais aussi des difficultés opérationnelles après ça pour aller les corriger quand je me retrouve avec une situation où j'ai une charge qui menace de se renverser. Bien là, ça prend des mesures particulières temporaires pour descendre la palette. Donc, on va sécuriser les lieux, on va s'assurer qu'il n'y a pas personne autour, puis on va faire une manœuvre, là, juste le temps de descendre cette charge-là. Si ça se renverse, on a sécurisé les lieux, donc ça va chuter. Mais Jean-Christophe, tu as entièrement raison quand tu dis le cariste ne prend pas la charge. Puis c'est ce qu'il doit faire, le cariste, ne pas prendre la charge. Aller voir son superviseur ou le gérant d'entrepôt, lui définir la situation, puis là, comme Alain vient de dire, bien, on fait un plan de match, on établit une procédure pour, de façon sécuritaire, être capable de mettre ça au sol, puis recommencer. On va parler tantôt de monter dans un palettier qui est interdit. On ne peut pas faire ça, tu comprends? Ouais. Donc, il faut s'asseoir. Ces situations-là exigent qu'on s'assoie, qu'on se parle, qu'on établisse un plan de match pour être capable d'intervenir de façon sécuritaire. Il faut nullement laisser place à l'improvisation. Et comme Alain dit, l'objet de notre conférence, c'est enlever ces improvisations-là. Il m'a dit qu'il fallait que j'écoute. Il m'a dit qu'il fallait que j'écoute. Faire sûr que la palette que tu vas mettre dans le palettier, là, ben, durant toute sa vie utile dans le palettier, elle ne bougera pas puis elle ne tombera pas. Donc, dans ce deuxième exemple-là, on a de la marchandise qui a une base pas très large, mais une bonne hauteur. Fait qu'on sait une boîte qui est pas très large puis très haute, bien, ça a tendance à se renverser facilement, là. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de placer une boîte sur le dessus de la palette. Donc, c'est certain qu'au niveau de la manutention avec le chariot, là, cette boîte-là, il y a des bonnes chances qu'elle va se renverser, là, même si le cariste il va avec des manœuvres sécuritaires. Ici, on a de la marchandise qui a été enrubannée, donc pour sécuriser la marchandise une fois entreposée sur le palettier, mais on a rajouté 3 boîtes en supplément, en montant en pyramide. Donc, des situations qu'il faut éviter. La marchandise doit être supportée uniformément par la palette, ne pas excéder celle-ci de façon exagérée. Exagéré. Exagéré, ça veut dire, comme on voit sur les photos, la photo de gauche, on voit que la palette, elle a une certaine dimension, mais la charge sur la palette, elle excède la dimension de la palette. Ah, ça, c'est exagéré. Ça, c'est exagéré. Ils ont exagéré. C'est très exagéré. Exact. Et celle à droite également. Celle à droite, puis en plus, elle a été déposée dans un palettier. Le cariste qui est allé déposer ça dans un palettier, je doute aucunement de son habileté et de sa compétence. Ça va? Oui. Par contre, ça représente un risque parce que le poids de la palette peut faire qu'elle va basculer par en avant. Puis si elle bascule par en avant, bien, elle peut tomber. Puis si elle tombe, bien, en fait, si elle bascule par en avant, elle va tomber, mais on ne sait pas où elle va arrêter de chuter. Par terre.
Ça peut être sur quelqu'un aussi. Ah, c'est ça. Et Guy, ça, on le voit sur la première photo, là, vraiment, il y a une partie de la charge qui n'est pas supportée puis qui se déforme, donc on voit vraiment une instabilité. Mais au-delà de ça, est-ce que manipuler une charge surdimensionnée sur le sens de la longueur peut aussi poser des problèmes pour le chariot élévateur? Oui, effectivement, il faut connaître la capacité du chariot. Hein, on dit dans d'autres formations, à d'autres moments, dans d'autres conférences, que la charge doit être supportée adéquatement par les palettes. Puis il y a des dimensions à respecter là-dedans. Dans ce cas-là, pour transporter cette charge-là, clairement, la charge n'était pas appuyée entièrement sur les palettes. On peut rajouter des rallonges de fourche. Ça, c'est un autre cas, c'est un autre problème, c'est un autre discours. C'est pas si simple. Les charges surdimensionnées représentent toujours un problème de logistique. Manutentionner une charge surdimensionnée change la capacité de lavage du chariot. Une vérification doit être préalablement effectuée pour s'assurer que le chariot est en mesure de soulever la charge, la déplacer de façon sécuritaire et éventuellement l'entreposer à l'endroit désigné. Puis l'endroit désigné sur des charges surdimensionnées comme ça, à mon avis à moi, et je parle de sécurité pure et dure et on ne peut pas être contre la vertu, ça ne va pas d'un pelletier, ça va au sol. On ne peut pas être contre la vertu. Dans la norme sur l'utilisation sécuritaire des pelletiers, à l'article 4.2.1, on dit que la conception du pelletier dépend du produit à stocker. Avant même de stocker un produit dans un pelletier, il faut savoir quel type de produit qu'on va entreposer dedans. Donc, avant même d'acheter, de commander et d'installer un pelletier, on doit savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mm-hmm. Ça veut dire aussi que si, en cours d'utilisation du pelletier, le travail qu'on fait, ce qu'on va stocker dans le pelletier, ça change, que ce n'est pas ce qui était prévu initialement, bien, il faut faire réévaluer la capacité de notre pelletier pour s'assurer que la charge qu'on va mettre dedans, elle est conforme aux exigences initiales du concepteur du pelletier. Il est essentiel, il est crucial donc de déterminer les caractéristiques à la fois du produit à stocker, du produit et des palettes sur lesquelles il sera stocké. À 4.2.2, on dit que les palettes doivent convenir au stockage sur des pelletiers. On ne peut pas mettre n'importe quelle palette. Il faut que ça convienne au stockage. L'utilisateur détermine si les palettes à stocker sont structurellement solides. Si on parle aux gens de la CNESST, ils vont nous dire l'utilisateur, bien, c'est le responsable d'un entrepôt. Puis c'est vrai, hein, c'est dans l'esprit de la loi, fondamentalement, c'est ça. Mais moi, je me plais à dire en formation, puis quand je fais des conférences, je me plais à dire que l'utilisateur dans ce cas-ci, c'est le cariste. C'est le cariste, celui qui prend la charge, qui la déplace, qui doit être capable de déterminer si la palette elle convient au stockage. C'est quand même une grosse responsabilité pour Absolument. un cariste. Le cariste n'a pas juste à déplacer la charge. Il faut qu'il soit capable de juger si ce qu'il déplace est sécuritaire. Donc, quand vous faites de la formation cariste, vous devez nécessairement former vos caristes sur le fait d'être capable de déterminer si la charge est structurellement solide. Vous devez aussi le former sur comment on forme une palette, pas une palette, mais comment on fabrique une paletée. Comment utiliser les équipements, le matériel pour s'assurer que la palette, elle est structurellement solide. C'est pas juste prendre la palette puis amener ça du point A dans le pelletier. C'est beaucoup plus de responsabilité que ça. La conception de la palette, donc, doit permettre qu'elle s'appuie correctement sur les surfaces du système d'entreposage. On voit sur les dessins que celle à gauche, c'est ce qui est convenable de faire. Okay? Il faut que ça soit appuyé sur les lisses dans un pelletier standard ou sur les rails dans un pelletier à accumulation. Celle à droite, on voit très bien que c'est inacceptable. On ne peut pas les entreposer comme ça. Si les palettes que vous utilisez ne vous permettent pas de la placer dans le pelletier comme l'illustration de gauche, vous devez soit la repelletiser
ou la doubler avec une palette adéquate, ou, plus simplement encore, la laisser au sol. Quand tu dis la doubler, c'est que tu prends une palette que tu mets sous la paletée. Exact. Exact. Tu soulèves la palette, tu mets une palette en dessous, puis tu déposes la paletée sur la palette qui va dans le paletier. Puis that's it. Ça, c'est solide. C'est permis, puis c'est correct. Oui. On va faire ça. Parlant de palettes non compatibles avec les palettiers, j'ai des beaux exemples à vous présenter. Fais ça. Avec cette première image-là, on peut voir là, ici, la palette elle a une dimension beaucoup trop grande pour le palettier. Donc, au lieu que les blocs, les parties fortes de la palette s'appuient sur la lisse avant, bien, on a vraiment un point de contact qui est sur une partie très faible de la palette. On voit là, les planches se déforment au point de menacer de céder à tout moment, là, ce qui pourrait entraîner la chute de la marchandise. Donc, ça, c'est vraiment un indicateur visuel assez évident qu'on est en présence d'une palette qui n'est pas compatible avec le palettier, avec ce type d'entreposage-là. Mais quand même, Alain, il n'y a pas des standards qui se disent, OK, une palette, ça doit mesurer tant, puis ça va aller sur les paletiers. Il n'y a pas ça. Comme Guy a mentionné tantôt, des fois, au fil des années, on prévoit installer un palettier de type A, admettons, pour des conditions A. Et mon entreprise évolue. J'ai des nouveaux fournisseurs qui me transmettent de la marchandise sur des nouvelles palettes, nouveaux formats. Et là, la réalité, c'est que je me retrouve avec des situations qui ne sont plus compatibles avec mon système d'entreposage. Donc, je dois, à ce moment-là, prendre le temps de revoir de quelle façon je peux entreposer la marchandise. Dans ce deuxième exemple-là, lui, il est un peu moins évident, là, mais c'est une palette où on voit qu'il supporte quand même un poids considérable, là, parce que c'est beaucoup de morceaux de bois qui sont supportés par la palette. Et l'absence de traverse sous la palette pour rejoindre les longerons fait en sorte que ça fait une palette qui peut s'évaser très facilement si j'ai des manœuvres de côté, latérales. Au moment de la déposer, je la déplace un petit peu de côté, alors mes longerons peuvent s'écraser. Donc, à ce moment-là, ça peut entraîner la chute de marchandises. Finalement, quand on parle de palettier accumulation statique, les drive-in, c'est vraiment il faut donner une attention particulière à ce type de palettier-là parce que c'est celui qui soumet les plus grandes pressions aux palettes, là. Donc, si je n'ai pas une palette appropriée dans ce type d'entreposage-là, les risques de bris et de chute de marchandises sont très élevés. Quand tu dis drive-in, c'est que quelqu'un pourrait passer en dessous, là? Non, c'est qu'avec le chariot élévateur, j'accumule des palettes une en arrière de l'autre sur un rail continu. Ah. Okay, donc, je n'ai pas des locations, une location puis une autre section de lisse pour une deuxième location. C'est vraiment des glissières. Donc, ça, ce n'est pas un pushback, c'est vraiment à ce moment-là, le chariot rentre à l'intérieur et il va chercher la palette au point où il est rendu. Donc, au niveau des palettes, quand on fait le tour dans les industries, on va voir qu'il y a vraiment un nombre considérable de sortes de palettes, de formes de palettes, les épaisseurs, ça varie beaucoup. Et c'est important de choisir un type de palette qui est approprié à notre système d'entreposage, là. Donc, si je reçois des palettes qui ne sont pas conformes d'un fournisseur, bien, je peux toujours me retourner de bord puis soit inverser avec un inverseur la marchandise sur une palette qui va être conforme à mon palettier ou, comme tu l'as mentionné, Guy, la doubler. Donc, ici, on voit un exemple là, à droite là, où on avait une palette la marchandise sur une palette qui n'était pas conforme pour le palettier. Donc, on l'a doublé sur une palette Shep. Et puis, on a des barres de support là, qui sont sur laquelle la palette repose. Donc, quand ma palette n'est pas compatible pour être mise directement sur le palettier, bien, on a deux types de différentes solutions. On va les présenter tantôt, là. Puis, un dernier point aussi, on parle souvent de palettes réutilisables versus les palettes à usage unique. On parle souvent de ça, oui. Oui. Très donc, souvent. Idéalement, on devrait utiliser des palettes réutilisables quand on l'entrepose dans un palettier, mais ce n'est pas interdit d'avoir une palette à usage unique si elle est entreposée sur une surface pleine. Donc, ça, c'est du des grillage bleus, métallique. C'est les bleus. Non, on a des palettes réutilisables qui sont blanches. Oh. Donc, ce n'est pas juste la couleur qui différencie le terme d'une palette réutilisable. Et ça, je reviens encore à ce que je disais tantôt, c'est le cariste. Hein? Quand je parlais, l'utilisateur détermine si la pelletée est structurellement solide pour mettre dans le palettier. Bien, le cariste, il a un rôle à jouer là-dedans aussi. Ouais. Déterminer quelle palette, sur quelle palette on a
entreposer la marchandise pour être capable, lui, de prendre la décision, faut-tu que j'adouble, ou faut-tu que je la revire, ou faut-tu que je la repalétise, ou je peux-tu la transporter de façon sécuritaire? Un point très important là-dessus, Guy, c'est qu'il faut vraiment qu'à ce moment-là, l'employeur ait prévu des critères. Absolument. Il transmet des critères à ses employés pour dire, regardez ça, nous, on tolère ça, ça, on ne tolère pas ça. Puis en donnant vraiment un bon cadre d'opération, bien, là, à ce moment-là, les caristes deviennent les agents de prévention durant toute la durée du corps de travail. Une question qu'on ne se pose pas souvent, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà posée, mais est-ce qu'une palette a une capacité? Ah oui, moi je me pose ça tout le temps comme question. C'est ce que je Une pensais. palette, hein, ça a une capacité? Ben oui, comme tout le monde. Alors, la réponse est oui. Et puis, la capacité de la palette va varier selon la façon que je l'entrepose. Donc, si j'entrepose au sol versus dans un palettier versus dans une palette par-dessus l'autre, il y a des conditions qui vont varier. Il y a la psychologie de la palette. Suivant où elle se trouve, elle ne porte pas pareil. C'est exactement. Puis que la palette, qu'elle soit à usage unique ou à usage multiple, bien, il faut s'assurer qu'elle soit en mesure de supporter la charge dans tout temps. Donc, ça, c'est une vérification qu'on doit faire. Et puis aussi considérer comme pour le palettier. S'il y a des composantes de la palette qui sont brisées, bien, on devrait retirer, puis soit réparer les composantes ou retirer la palette en utilisation. Donc, important que toutes les composantes soient en très bon état. Les fabricants de palettes, certains fabricants peuvent utiliser là, un système qui s'appelle PDS, Pallet Design System. Oh yes. Okay. Et ça permet, il crée une fiche là, qui va donner toutes les spécifications de capacité de la palette. Puis vous allez voir, quand on consulte ça, on a des surprises. Ici, on a un exemple d'une palette blanche à usage multiple. Donc, c'est une palette qu'on peut réutiliser, qui a une capacité de 2666 livres quand je l'entrepose au sol avec la marchandise. Donc, je peux mettre 2666 livres de marchandise dessus. C'est beaucoup, ça. Okay. Je prends cette même palette-là et je la dépose sur un palettier standard avec un grillage métallique. J'ai déjà une réduction de capacité d'à peu près 500 livres. Et si je prends cette même palette-là et je l'entrepose sur un palettier standard avec 44 pouces d'écart entre les deux points d'appui, ma capacité de palette descend à 500 livres. Donc, c'est fréquent d'avoir des palettes qui ont 1000 livres, 1500 livres de marchandises. Et là, je prends cette palette-là, je la dépose sur le palettier, je suis en situation de dépassement de capacité de palette. Donc, c'est un exercice important à faire que de vérifier la capacité de la palette. Particulièrement pour les palettiers accumulation statique. Je vous ai mentionné tantôt, ces palettiers-là, ça soutient la palette vraiment, vraiment par les extrémités. Donc, c'est dans ces conditions-là que la palette est soumise aux plus grandes forces de déformation. Il faut vraiment qu'elle soit en conditions impeccables et en état de pouvoir supporter la charge. Dans le cas présent qu'on voit sur cette image-là, ce n'était pas le cas. La capacité de la palette était dépassée. C'est quoi, c'est des oignons, ça? Oui. Ça te fait pleurer? Pas de si loin. Donc, puis on peut voir en plus, la palette, elle a des sections là, des bris là, de certaines planches, donc conditions encore plus dangereuses. Ça. Non, on pourrait avoir des oignons avec cette palette. Des fois, donc souvent, ça peut arriver, là, je vais recevoir de la marchandise, puis je n'ai pas les spécifications de la palette. Donc, à ce moment-là, il y a des repères visuels qu'on peut travailler avec pour évaluer si la palette est en dépassement de capacité, et ça va être la déformation. Donc, la norme N, elle suggère là, un pouce de déformation au centre. Donc, on peut tirer une corde, puis on regarde si j'ai un écart d'un pouce, bien, je suis en situation de surcharge et je devrais à ce moment-là revoir le type de palette que j'utilise. Donc, dans ces exemples-là, encore une fois, on voit là, des déformations importantes au niveau des palettes. Cet exemple-là, on en a parlé tantôt. Là. Donc, finalement, ici, l'importance que la palette soit en 100% en bon état. Ici, c'est une palette brisée. Elle est vraiment sur le point de s'effondrer. On voit qu'elle ne tient plus par grand-chose. Dans le cas des palettiers accumulation statique, c'est encore plus important parce qu'il n'y a rien qui va empêcher la palette de chuter. Alors que dans un palettier, on peut avoir des barres de sécurité qui pourraient prévenir la chute de la palette s'il y aurait une problématique quelconque. Dans le cas des palettiers accumulation statique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, ça prend vraiment des bonnes palettes en très bonnes conditions. Si vous n'avez pas, dépendamment des fabricants, là, ici, on peut prendre l'exemple de Shep.
Ici, dans leur document de spécification de palette, eux vont déterminer eux-mêmes là, la déflexion maximale permise. C'est plus sévère que la norme. Donc, eux, c'est bien en bas d'1 pouce, là, les tolérances. Et puis, il y a aussi dans les fameuses fiches PDS que j'ai parlé tantôt, le fabricant peut aussi préciser là, la déflexion maximale que lui va tolérer pour cette palette-là. Tu as dit un mot bizarre, un SHEP? La SHEP, oui, la palette SHEP, le fabricant SHEP. Ah, c'est un fabricant. Oui, de palettes, oui. Okay. Finalement, l'importance que les palettes soient en parfaite condition dans les palettiers accumulation statique, bien, on a d'autres exemples concrets ici. Là, on voit que les palettes avaient commencé à fondre. Ce genre de situation-là, on en a parlé tantôt, c'est important que les caristes soient informés de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, pour qu'à ce moment-là, quand ils voient une situation comme ça, bien qu'il y ait une prise en charge immédiate de la situation. On n'attend pas qu'il y ait chute de marchandises. Finalement, un signe qu'une palette est surchargée, quand elle est déposée sur une charge relativement plate, puis elle a quand même une déformation, bien, c'est un bon signe qu'on est probablement en dépassement de capacité de la palette. Là. Donc, Guy, pourrais-tu nous résumer en grande ligne ce qu'on peut faire pour éliminer les dangers de bris de palette? Bien sûr. Je vais vous parler donc de recommandations pour éliminer les dangers de bris de palette. Mettre en place des directives. Alain a parlé tantôt, des directives sur le type de palette autorisée selon le système d'entreposage. Palettier avec des listes, palettier standard, palettier à accumulation, entreposé au sol, entreposé quelle hauteur qu'on veut permettre l'entreposage. C'est une palette par-dessus une autre palette. Il faut tout établir ça. Il faut tenir compte aussi des capacités des palettes, bien sûr. Établir des standards avec là où les fournisseurs pour la marchandise soient livrés sur le bon format de palette. Là, on parle d'élimination à la source qui va dans le sens de l'article 2 de la loi. On élimine le danger à la source. Si c'est entreposé sur une bonne palette, structurellement solide, puis qui va résister au transport, on vient d'éliminer le danger de chute à la source. Doubler les palettes qui ne répondent pas aux directives ou repalettiser la marchandise sur des palettes conformes avec un inverseur de palettes, ou on peut le faire à mitaine aussi. Il ne faut pas oublier ça, qu'on peut faire ça à mitaine. Et finalement, former l'ensemble des caristes et des employés de l'entrepôt, les manutentionnaires, les assembleurs de palettes, les superviseurs, les gérants d'entrepôt également, pour détecter des situations non sécuritaires ou dangereuses, encourager une prise en charge immédiate. Il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit diffusé à tout le monde, il faut que ça soit affiché, il faut que tout le monde y adhère à cette directive-là et surtout, il faut qu'elle soit suivie. Et là, on parle de suivi qui est, à mon avis, à moi, la principale problématique en santé et sécurité. Ça, c'est un autre, encore une fois. Oui, ça serait une autre conférence. Donc, pour un entreposage adéquat, la palette doit être supportée de façon uniforme dans le palettier. On voit dans la photo de gauche que la palette, elle est seulement supportée par la lisse avant du palettier et par les barres de sécurité. Les barres de sécurité ne peuvent pas supporter la charge de la palette. La palette, elle doit être supportée par la lisse en avant, devant le palettier, et par la lisse arrière de façon uniforme. Puis je vais revenir tantôt pourquoi c'est important que ce soit uniforme. La barre de sécurité, c'est comme les X en bleu? La barre de sécurité, c'est ce qui est orange sur la photo, en dessous, sous la charge. Les X que tu appelles, ça fait partie de l'échelle du palettier. Puis là, on ne rentre pas dans la structure d'un palettier, c'est une autre formation non, on ne rentre pas là-dedans. via Prévention offre. Celle à droite, on voit très bien que la charge n'est pas supportée aucunement par la lisse arrière du palettier, elle est supportée par la charge sous le palettier. Et si malheureusement, un cariste a la tâche d'aller chercher la charge qui est sous cette palette-là, bien, la palette qui est supportée seulement par la lisse avant, elle va faire quoi? Elle va tomber. Il faut éviter ça à tout prix.
La palette ne doit pas reposer sur les barres de sécurité. Je n'ai parlé tantôt, mais c'est drôlement important. Ici, on voit que la palette est supportée par la barre de sécurité et la barre de sécurité, elle a été déformée. La barre de sécurité va servir en cas que la palette tombe. La palette se défait dans le chargement pour éviter que ça tombe tout d'un coup. Ça va? Ici, on utilise des planches de bois pour supporter la charge. Alain va en reparler tantôt, mais c'est pas une bonne chose de mettre des planches de bois pour supporter la charge. Juste un petit élément qui est mentionné dans le bas de la diapo, c'est que la norme vient préciser, hein, les barres de sécurité, c'est fait pour supporter temporairement une charge. Donc, jamais les barres devraient supporter en permanence une charge. Fait que quand j'entrepose la marchandise, si j'ai une partie de la palette qui est supportée, l'arrière souvent, qui est supportée par les barres, on n'est pas dans une situation conforme à une bonne utilisation des barres de sécurité. Donc ici, dans l'exemple des pneus, on voit que la totalité des charges est supportée sur les barres de sécurité. Donc, ça, c'est pas acceptable. Dans ce cas-ci, l'employeur a tout simplement installé des grillages métalliques. On a réglé la situation. Finalement, dans ce dernier exemple-là, on a une boîte qui est surdimensionnée, mais la palette ne permet pas d'atteindre la lisse arrière. Donc, encore une fois, la charge est supportée par des barres de sécurité. Puis en plus, sur cet exemple-là, on a un 2 pour 1. On a une palette qui est sur le point de céder parce que ce n'est pas des parties fortes de la palette qui sont en contact avec le palettier. On voit là, c'est la petite planche toute mince là, qui supporte la charge. Quand j'ai une palette qui n'est pas de la bonne dimension pour pouvoir s'appuyer sur la lisse avant-arrière, bien, les solutions alternatives, on en a parlé déjà un petit peu. On a les fameuses barres de sécurité, les barres de support, les barres de support qu'on peut installer qui permettent à ce moment-là de recevoir des palettes de toutes sortes de dimensions. Et ça vient vraiment régler la problématique. Là, on n'a plus rien qui repose sur les barres de sécurité. Donc ça, c'est des choses à une capacité portante, c'est pas pour la sécurité, c'est pour tout le temps. C'est vraiment pour supporter en permanence des charges. OK. Puis on peut avoir des barres de support qui ont un peu la forme d'un rail pour recevoir des caissons de métal. Donc, il y a vraiment différents produits. Il faut contacter le fournisseur là, pour savoir s'il y a une solution qui est adaptée à votre situation. Puis si on préfère, on peut aussi se tourner vers les fameuses tablettes grillagées, là, le Magitech, qui est communément appelé. Et dans ce cas-ci, il faut juste assurer que la capacité du grillage est en mesure de recevoir la charge qu'on va déposer dessus. Là. Et pour ce type de produit-là, bien, plus on a de renfort sous le grillage par section de 4 pieds, bien, plus mon grillage a une capacité élevée. Une des problématiques qui va être à la source de charges qui se renversent ou dans les palettiers, c'est la distance entre deux palettiers qui va être insuffisante. Et la principale cause de ça, c'est la marchandise qui est sur ma palette dépasse le plan de ma palette. Donc, quand ma marchandise excède la périphérie de ma palette, je vais me générer un paquet de problèmes. Parce que quand je vais venir pour installer et déposer ma palette dans mon palettier, je risque de pousser la marchandise qui est entreposée de l'autre côté. Les contacts sont presque inévitables si, a priori, mon palettier n'a pas été prévu pour cette situation-là. Et si déjà de l'autre côté, c'était en situation précaire, pouf, tu le fais tomber. Ça peut être suffisant, exactement. Voilà. J'ai des beaux exemples. Pas si bête. Pas tout le temps. J'ai des beaux exemples à vous montrer. Ici, dans celui-là, la marchandise de la palette qui est de l'autre côté est tellement, dépasse tellement la palette là, que la palette de gauche, le cariste a été incapable de déposer la palette sur la lisse arrière. Fait que présentement, tout ce qui tient cette palette-là en place, c'est le fait qu'elle est appuyée contre l'autre palette. Parce qu'autrement, elle basculerait là. Il n'y a aucun appui sur la lisse arrière. Donc, si le cariste vient de l'autre côté et retire la palette qui sert de support présentement, on a une chute de palette. Ici, un exemple où on voit au-dessus de la palette orange, on a des boîtes de carton empilées. On voit très bien que le carton empiète dans l'alvéole à droite, là, dépasse le plan de la palette et empiète. Fait que ce genre de situation-là va vraiment générer des problématiques. Ici, on a la
voyons, la palette de plastique à droite, on voit qu'il y a des rouleaux de tissu mauve qui sont entreposés qui dépassent l'arrière de la palette. Et le cariste, au moment de déposer cette palette-là sur le palettier, a poussé l'autre palette, a poussé les boîtes aussi sur la palette. On voit les rouleaux de tissu sont venus pousser les boîtes. Donc, on ne voit pas ce qui s'est passé à l'autre côté, mais on peut suspecter qu'on a placé de la marchandise à un risque de se renverser, là. Il faut que ce soit un Tetris parfait, là. Oui, pour optimiser l'espace. Mais c'est vraiment ce genre de situation. On a cette palette-là avec le tissu d'un côté, puis si on a la même situation de l'autre bord, une palette avec de la marchandise qui overlap, la problématique est encore plus amplifiée, là. Ici, on a un exemple où le cariste n'a pas réussi à déposer la palette correctement sur la lisse arrière. Donc, la palette repose sur les barres de sécurité en arrière. Puis, dans la partie avant, la palette s'appuie sur sa partie qui n'est pas forte, donc les planches, et ce qui fait que la palette s'incline dangereusement là, vers la voie de circulation. Donc, cette palette-là n'aurait jamais dû être déposée là, dans ces conditions-là. Mais on regarde l'espace entre les deux palettiers, c'est clair que cet espace-là est insuffisant. Ça n'a pas été planifié correctement. Et finalement, qu'est-ce que ça donne quand une palette pousse trop une autre palette au moment de la placer? Bien, ça donne ça, un déversement, un renversement, un début de chute de marchandises. Et ça va générer des opérations très à risque pour aller sortir la marchandise de là, parce qu'au fur et à mesure qu'on enlève les boîtes, on n'a pas le contrôle sur ce qui va se passer. Et puis là, ça représente toujours un risque, là, même si on fait une bonne planification. Donc, l'objectif, on évite ce genre de situation-là, c'est la meilleure approche. Il y a des moyens, il existe plusieurs moyens. Il y a les butées arrière verticales, les butées arrière horizontales qui vont permettre au cariste de savoir vraiment à quel endroit qui est rendu sur les listes pour les déposer de façon adéquate. Par contre, dans la norme sur l'utilisation sécuritaire des palettiers, les gens qui ont pondu cette norme-là ne recommandent pas l'utilisation de butées horizontales ou verticales parce que le cariste étant ce qu'il est, un cariste, avec de la pression, etc., il va y aller rapidement puis il va buter, hein, il va toucher la butée qui est là juste en fait pour assurer à quel endroit qu'on va mettre, qu'on va déposer la palette. Donc, tous ces chocs-là vont entraîner une détérioration de la structure du palettier. Tous ces chocs-là vont se transmettre à l'ensemble des palettiers. Éventuellement, ça va amener une détérioration structurale qui peut mener à l'affaissement du palettier. Oui, on peut en mettre, mais encore une fois, il faut former les caristes sur cet aspect-là, cette particularité-là d'utilisation des palettiers et les faire pratiquer à déposer de façon conforme, de façon adéquate, la charge sur le palettier. Ça peut être utile, entre autres, dans les endroits où on veut protéger un mécanisme derrière le palettier, genre un système de protection incendie, un système d'installation électrique, des choses comme ça. Mais ce n'est pas recommandé par ceux qui ont conçu la norme. Okay. Guy, pas plus tard que la semaine passée, je visitais un entrepôt et puis j'avais des butées comme ça et le cariste s'en servait systématiquement pour accoter ses charges. Donc, il y a un correctif qui va être apporté, là, mais vraiment, toutes les marchandises étaient toutes en contact direct avec les butées. Qu'ils soient en contact direct avec la butée, ça, il n'y a pas de trouble. C'est quand il choque. C'est ça. C'est quand il y a un choc. Un choc mécanique sur la butée, c'est là qu'il peut se produire des problèmes. On ne dit pas que ça va arriver tout le temps. Ça peut arriver des problèmes. Donc, encore une fois, ça passe par la formation, ça passe par la pratique, ça passe par la supervision, ça passe par tout ça. Toujours au niveau de l'entreposage adéquat dans un palettier, est-ce que le planchéage en bois est une structure et il faut connaître sa capacité? Bien, a priori, est-ce que c'est correct d'utiliser un planchéage en bois pour entreposer? Donc, il n'y a pas rien qui l'interdit, mais il y a deux raisons pour lesquelles on devrait les éviter. La première, c'est une question d'assurance. Il y a beaucoup d'assurances qui vont recommander de les retirer, surtout si j'en ai à plusieurs étages, parce que ça vient grandement affecter l'efficacité des gicleurs en cas de feu. Ça fait des barrières et là, mon eau ne s'écoule pas correctement entre chaque niveau. Et là, je pourrais me retrouver avec des plus grandes pertes avant de réussir à contrôler le début d'incendie.
Mais la deuxième raison, c'est vraiment le planchéage devient une structure propante du pelletier. Et à ce moment-là, tout comme les autres composantes, les lisses, il faut connaître sa capacité. Et quand on se met à faire le calcul, bien, on a des surprises. Comme certains employeurs l'ont vu, quand ils ont fait identifier la capacité du planchéage, bien, ils se sont retrouvés avec une capacité de réduction de 3000 livres à 300 livres pour l'alvéole. Là, ça ne prend pas grand-chose pour dépasser cette capacité-là. Mais là, Alain, la manutention, c'est avec un chariot ou à la main? C'est tout à la main. C'est ça, hein? Ouais, le planchéage, c'est une manutention manuelle. Généralement, on va aimer l'utilisation du planchéage en bois parce que ça permet d'entreposer des petits objets, tout ça. Mais la conséquence, c'est ça. C'est qu'on a une grande perte de capacité. Donc, le grillage métallique est vraiment le produit à préconiser. Puis aussi parce que le grillage métallique ne se détériore pas dans le temps. Le planchéage, lui, s'il est en contact avec de l'eau, bien, il va se délaminer, puis là, on a des pertes importantes de capacité. Finalement, on va parler de l'empilage de palettes de marchandises au sol. Donc, quand j'empile plusieurs palettes de marchandises, bien, est-ce que je me retrouve un peu avec les mêmes règles à suivre? La pile doit être stable? Eh bien, c'est le cas. Dans cette première image-là, on peut voir de l'empilage de palettes de lingots. Donc, on ne parle pas d'écrasement ici. Là. La marchandise ne s'écrase pas sur le poids. Donc, j'ai une bonne base, mais malgré tout, j'ai quand même une évolution de ma pile qui fait qu'elle commence à prendre une forme inquiétante. Là. Donc, dans le deuxième cas, encore plus quand on voit l'inclinaison que ça a. Donc, une étape importante quand on entrepose des palettes complètes de marchandises, c'est de vérifier auprès du fabricant c'est quoi sa limite recommandée. Parce que lui-même, le fabricant, devrait avoir ses spécifications. Dans ce cas-ci, le fabricant de ce lingot-là recommandait 4 unités maximum en hauteur. Donc, pour l'employeur, il était dans les règles des recommandations du fabricant. Mais ici, c'est une déformation dans le sol. Une petite déformation dans le sol faisant en sorte que ma pile partait vraiment là, de façon inclinée. Donc, dans ce cas-ci, l'employeur a juste revu ses lignes d'entreposage puis a tassé la marchandise de quelques pouces, puis ça a réglé le problème. Donc, il y a un espace où il n'entrepose plus rien. Ici, bien, on revient encore toujours avec le même principe. Si je n'ai pas une bonne base, puis que je commence à avoir un affaissement de boîte à la base pour ma première palette, bien, l'empilage de palettes superposées devrait être évité. Donc, il faut se poser la question, est-ce que mon contenant est en mesure de supporter la charge? Finalement, dans cet exemple-là, bien, si je veux entreposer des palettes de marchandises par-dessus d'autres, il faut absolument que j'aie une surface plane et uniforme. Dans ce cas-ci, c'est des feuilles de carton qui, vers la fin, on voit, ont une forme un peu arrondie. Donc, je ne devrais pas déposer une palette par-dessus ça. Quand je vais retirer celle de gauche, inévitablement, je vais avoir une chute de palette. Pour les grands récipients en vrac souple, eux aussi font l'objet de certaines problématiques quand on décide de les superposer parce que c'est des enveloppes molles qui peuvent s'écraser avec le temps, se déformer, donc entraîner des positionnements un peu limites. Là. Donc, ici, on voit dans l'exemple de gauche, là, si on retire le sac complètement à la gauche, bien, il y a des bonnes chances que les deux prochains vont basculer vers le charisme. Là. Donc, on va avoir une chute de charge. Dans l'exemple de droite, on a ce qui semble être des piles relativement stables. Là. Tout est droit, tout a l'air bien solide. Mais si on va voir le sac de plus près, bien, il y a une mention qui indique que le sac le plus bas ne doit pas supporter plus de 2500 kg. Comme chaque sac a 1000 kg, bien, je ne devrais pas avoir plus que 3 unités par pile. Alors ici, on en a 5. Fait qu'on est en dépassement de capacité là, pour la charge. Donc ça peut entraîner un sac, la sac à la base, d'avoir un début de déchirement du tissu sous la pression. Puis là, bien, quand je le manipule, je te trouve, puis j'ai une chute de marchandise. Bien, petit rappel, on a eu un accident mortel il y a 2 années concernant ce type de sac-là. Donc, vraiment établir des bonnes balises sur comment on doit les empiler, puis en combien de quantité, pour s'assurer d'avoir un empilage stable.
Et qui décide de décisions comme ça? C'est en concertation, la personne qui... Parce que le charisme, lui, il ne peut pas penser à tout ça. Là. Non, c'est ça. C'est avant lui que ça se passe, tout ça. Là. C'est un exercice qui peut être fait s'il y a une structure comité santé-sécurité, ça peut être fait avec le comité santé-sécurité et puis se baser aussi peut-être sur des expériences vécues. S'il y a eu par le passé des effondrements de certaines piles, bien, est-ce que ça survenait quand il y avait 5 de hauteur? Si oui, bien, ça peut être un guideline pour aller plus bas. Là. Malheureusement, il n'y a pas de mesures concrètes pour l'empilage. Pour dire à partir de 4 degrés d'inclinaison, là, je suis à l'extérieur des normes. On en a pour les palettiers. Hein? On a des guidelines, des repères très précis pour comment je dois installer un palettier. Mais pour l'empilage, on n'a pas rien. C'est vraiment comme le gros bon sens. Oui, mais... Puis c'est plus que le gros bon sens. Oui, ça peut être dangereux, le gros bon sens. C'est ça. Ça dépend qui a du bon sens ou pas. C'est ça. Tout le monde a du bon sens, mais des fois, le bon sens d'un, c'est pas le bon sens de l'autre. Puis Alain l'a très bien dit, puis je l'ai dit en cours de présentation, il faut s'asseoir, comité de santé et sécurité, direction, les gens d'opération, les gens de sécurité, pour établir un plan de match. Comment on travaille avec ça? Quelle hauteur qu'on va tolérer? L'information, elle est là, dans les livrets d'utilisation, dans les manuels d'utilisation, dans les directives du fabricant. Les gens, malheureusement, ne prennent pas le temps de lire l'information qui est disponible. Mais tout est là. Il s'agit juste de le mettre en place à l'intérieur d'une structure. Et je reviens souvent aussi à la formation, autant théorique que pratique. Tu sais, chauffer un chariot élévateur, c'est pas juste peser sur le piton puis le volant à gauche, à droite. Là, c'est manutentionner des charges, les rentrer dans le camion, le sortir du camion, le transporter dans des allées, les soulever, les déposer d'un palettier, les retirer du palettier, etc. Là. Tu sais, c'est tout ça. Donc, on poursuit. La marchandise doit être accessible avec l'équipement de lavage. On voit très bien à droite, sur cette photo-là, en fait, je me suis souvent posé la question comment le cariste faisait pour aller chercher et déposer la marchandise en arrière, parce que lui, ce qu'il utilisait, c'est un chariot élévateur pour aller étroite sans tablier rétractable. Ça veut dire qu'il n'y avait pas... Il était pas capable d'extensionner ses fourches pour aller chercher la marchandise. OK? Ce qu'il faisait, il déposait la marchandise qui est à gauche, il déposait sur les lisses qui étaient à droite, il reculait son chariot et avec le bout des fourches, il faisait glisser la marchandise pour le mettre sur sa place en arrière. Puis on voit très bien qu'il n'est pas supporté par la lisse arrière. Et depuis tantôt qu'on dit que ça doit être supporté par la lisse avant la lisse arrière. Après ça, il pouvait déposer sa marchandise sur la partie avant du palettier. Mais encore une fois, Alain a dit tantôt de respecter des accords entre les deux palettiers. Bien, on voit très bien que ce n'est pas respecté dans ce cas-là. Donc là, on a tout ce qu'on vient de parler depuis les dernières 10 minutes, on se retrouve rassemblé là. Et pour sortir la marchandise, bien, la première palette, c'était pas trop compliqué. Il rentrait ses fourches, la sortait. Mais pour sortir l'autre, encore une fois, avec le bout des fourches, il la faisait glisser vers l'avant. Puis il se reprenait, il la faisait glisser. Est-ce que ça pose un problème? Bien sûr. Est-ce que ça pose un problème? Bien sûr que ça pose un problème. Il faut absolument que le cariste, quand il va déposer la charge sur la lisse du palettier ou les rails d'un palettier à accumulation, que la charge soit supportée avant le dépôt final. Il ne peut pas faire glisser les palettes sur les lisses pour sortir ou sur les lisses pour le faire rentrer, le palettier. Il faut que la charge soit supportée. Parce que si on fait ça, ça fait des torsions sur les lisses. Et les torsions sur les lisses, à la longue, ça peut s'accumuler, ça peut rester en place. Et qu'est-ce qui va se passer? Un effondrement de palettier. C'est drôlement important quand vous formez vos gens qu'ils se pratiquent à déposer la charge de façon adéquate et non pas glisser la charge sur les lisses. Puis je comprends très bien quand on est à 6, 7, même 10 hauteurs d'alvéole que ça peut être compliqué d'aller la déposer de façon adéquate en haut, mais il existe des moyens, des caméras, il existe un paquet d'affaires.
paquet d'inventions pour être capable de faciliter le travail du cariste dans ces cas-là. Tantôt, on a parlé d'accéder à un palettier. Est-ce qu'on peut accéder et puis circuler dans une alvéole d'un palettier? Bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que le risque de chute est bien trop important. Ben oui. Quand je rentre dans un établissement puis je regarde un système de palettier, l'organisation du travail, pour moi, ça prend une valeur très, très importante parce que c'est démonstratif c'est un peu comme une boîte de Pandore. Quand on se met à vraiment regarder ça, c'est là qu'on voit s'il y a des problématiques particulières. Et dans le premier exemple, ici, on voit l'employeur a planifié 2 profondeurs d'alvéoles, donc 2 palettiers installés un derrière l'autre, avec de la marchandise non palettisée. Donc, la seule façon de sortir cette marchandise-là de là, c'est d'embarquer sur le grillage puis d'aller chercher la marchandise manuellement. Donc, une situation qui représente un danger de chute. Puis, je peux vous dire, là, dans les dernières, on a eu vraiment, vraiment beaucoup d'accidents à des situations, des accidents mortels puis graves suite à des chutes à moins de 3 mètres. Fait que pour moi, là, même si on est en bas de 3 mètres, le risque de chute doit toujours être adressé, là. Les conséquences sont trop graves. Ici, on a un exemple où l'employeur s'est improvisé une mezzanine que j'appellerais artisanale. Donc, il s'est créé un plancher pour relier toutes les 3 sections du palettier. Et puis, pour accéder à cette section-là, bien, il débarquait de son chariot élévateur à poste de conduite élevable, puis il allait circuler dans le palettier pour aller chercher la marchandise au sol. D'ailleurs, ce dossier-là, bien, on est allé parce qu'on l'a retrouvé au sol. Le travailleur a chuté. Heureusement, il n'y a pas eu des conséquences graves. C'est un miraculé, là. Là, tu parles de mezzanine, mais ça veut dire, est-ce qu'on a le droit d'avoir des mezzanines ou il ne faut pas avoir de mezzanine? Je vais te présenter ça, Jean-Christophe, après. Ah, je suis impatient, hein? La mezzanine. Donc ici, on a un exemple où 3 palettiers ont été installés côte à côte et on peut voir dans la section du haut, là, la dimension des marchandises fait en sorte qu'on ne peut pas l'atteindre du côté du palettier. Donc, incessamment, le travailleur devait accéder, grimper dans le palettier pour aller chercher la marchandise. Donc, ces 3 exemples-là ont tous quelque chose en commun. C'est que ces palettiers-là ont été installés par les employeurs. Donc, ils n'ont pas été conseillés par une firme spécialisée en palettier qui, probablement, l'aurait informé à ce moment-là de dire non, ce que vous êtes en train de planifier comme installation, vous allez avoir des problèmes pour accéder à la marchandise ou vous allez le faire d'une façon qui est non sécuritaire et non conforme. Donc, il y a des moyens que ce soit conforme. Ça peut être conforme. Oui, si on veut s'installer une mezzanine, bien, à ce moment-là, il y a des critères qu'il faut rencontrer. Alors, j'ai un excellent exemple pour toi. Bon, enfin. Donc, à quoi doit ressembler une mezzanine? Bien, la première chose, c'est que ça va être ceinturé d'un garde-corps sur toutes les périphéries pour que j'aie aucun risque de chute. Je ne rencontre pas ça quand j'accède une alvéole d'un palettier. Moi, j'ai des ouvertures partout. J'ai un risque de chute. Et on ne parle pas de harnais avec un système d'ancrage. Pas du tout, là. Surtout on parle de garde-corps. Parce qu'un harnais avec un système anti-chute dans un pelletier, normalement, le fournisseur, le fabricant ne l'autorisera pas à cause que le pelletier ne supportera pas la capacité de charge, la capacité de chute. Capacité d'impact. Donc, ça me prend un garde-corps en périphérie. Ça me prend un plancher conçu pour la circulation humaine, le petit grillage, ce n'est pas le cas. Donc, un plancher conçu pour la circulation humaine doit rencontrer là, des spécifications précises. Puis en plus, je ne dois pas avoir d'ouverture plus gros qu'une sphère de 3 cm dans le plancher. Je dois avoir une voie d'accès sécuritaire, puis aussi en nombre suffisant, parce que si j'ai une mezzanine qui est au-delà d'une certaine superficie, ça se peut que je doive avoir une deuxième voie d'accès en cas d'incendie pour que je puisse évacuer. Une sortie de secours de mezzanine. Puis si j'entrepose la marchandise sur la mezzanine, bien, je dois connaître la capacité là, de la marchandise. Puis comme dernier point, si j'ai une section dans le garde-corps que je veux garder mobile pour pouvoir déposer la marchandise avec un chariot élévateur au sol, à ce moment-là, ça me prend un accès sécuritaire. Donc ça ne ressemble pas à ce qu'on avait tantôt. Non. On est assez loin de là. C'est conforme. Donc, si on veut accéder à un palettier, bien, c'est parce qu'à ce moment-là, il faut prévoir que ce soit aménagé là, de la même façon là, qu'une mezzanine le serait. Oui, conforme. Pas juste les caristes conformes, mais les mezzanines aussi. Donc, tout ça amène à amener un peu vers la fin de
la présentation, moi j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le droit on ne peut pas grimper sur la marchandise. Plusieurs raisons. Ici, la question que je me pose, c'est, c'est des réfrigérateurs qui ont mis sur une planche de bois au-dessus de d'autres réfrigérateurs. Au niveau de la capacité, le réfrigérateur, il va supporter ça. Je n'ai pas vraiment de misère avec ça. Le problème, c'est comment on fait pour aller chercher le réfrigérateur qui est sur le dessus. Comment on fait pour le soulever, le transporter? Parce que la personne va marcher sur le dessus, là. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de garde, hein, ce qu'on vient de voir. Il n'y a rien d'accès, il n'y a pas de moyen d'accès, il n'y a rien. Donc, c'est des situations qu'on ne devrait pas retrouver dans les milieux de travail. Ici, ça n'a pas rapport avec le palettier, mais je trouvais le fun quand même. L'espace de circulation est assez restreinte. Et le seul moyen d'aller chercher la palette sur le baril de la 4e rangée, le blanc ou le noir, c'est de grimper, encore une fois, de faire le singe pour aller chercher ce ou ces barils-là. Évidemment, on ne devrait pas retrouver ça dans nos organisations. Ici, on l'a vu tantôt, cette photo-là. Pour transporter ces poches-là, ces grands récipients pour en vrac, le cariste, il doit utiliser, il utilise un chariot élévateur et il doit rentrer les fourches dans les sangles. OK? Il y a 4 sangles. Donc, la fourche de gauche va aller sur la sangle avant-arrière-gauche. Hein, on comprend le principe. Pour être capable de la lever puis la supporter, encore une fois, il y a un paquet d'autres choses qu'il faut tenir compte. Je n'embarque pas là-dedans. La question que je me pose, c'est comment il fait, le cariste, avec toutes les habilités de cariste au monde, pour aller mettre les fourches là-dedans. Nécessairement, obligatoirement, il y a quelqu'un qui monte là-dessus pour tenir la sangle pendant que la fourche rentre là-dedans. À moins qu'il y ait d'autres moyens qu'on ne connaît pas, concept magique, c'est ça. Mais c'est une situation qu'on ne devrait pas retrouver non plus dans nos organisations. Finalement, toujours au niveau de l'organisation du travail, quand on travaille sur des échelles mobiles ou bien des escabeaux, il faut s'assurer que la manutention de marchandises pendant l'utilisation de cet équipement-là n'expose pas la personne à un danger de chute. Donc, quand on regarde la norme sur les échelles mobiles ou bien les escabeaux, les deux vont dire, en tout temps, je devrais avoir les 2 mains libres pour tenir les barres pendant que je monte et je descends. À partir du moment où je transporte une boîte avec une main, je suis plus capable de respecter ça. Puis si j'utilise une boîte qui est grosse, qui nécessite mes 2 mains, bien, la situation est encore plus à risque, là. Donc, il faut vraiment s'assurer que quand j'utilise ces équipements-là, bien, je suis capable de monter et descendre en toute sécurité, là. Donc, un exemple ici où j'ai croisé un employé j'avais constaté la présence de grosses boîtes dans le palettier en haut. Fait que j'ai juste demandé comment vous vous y prenez pour descendre ça. Puis là, bien, il s'en allait descendre de cette façon-là. Donc, moi, j'ai arrêté là, puis j'ai dit, on va récupérer la boîte, puis on va arrêter ça là, puis on va discuter sur la réorganisation ou la replanification là, de l'entreposage de votre marchandise, là, pour éviter de se retrouver avec des marchandises de gros volume en hauteur. À moins qu'on ait, à ce moment-là, un équipement de manutention approprié. Et ça existe. Donc, il existe des équipements motorisés avec une tablette qui me permettent de pouvoir aller chercher des boîtes de plus grande dimension. Je dépose ça sur la tablette, je descends ça au sol. À ce moment-là, j'ai aucun risque là, pour aller chercher la marchandise. Donc, la photo de l'échelle bleue qu'on voit, ça, il ne faut pas prendre ça, là. Bien, on peut s'en servir peut-être pour manipuler des petites boîtes, vraiment petites. Puis là, à ce moment-là, au moment de descendre, je peux déposer en faisant face aux escaliers, en descendant. Je peux prendre la boîte puis la descendre de quelques marches, descendre, reprendre la boîte, la descendre de quelques marches. Ou tout simplement, dans le cas d'un produit qui n'est pas à risque, je pourrais tout simplement la laisser tomber au sol, Okay. si ce n'est pas un produit fragile. Mais on sait que beaucoup de gens utilisent ces équipements-là malgré tout sans respecter les
les deux mains libres. Et bien, ça augmente le risque de chute, là. Donc, ça complète pratiquement notre conférence. Guy, je te donnerai le challenge de nous résumer ça en une diapo. Une diapo. Oh, je vais prendre le challenge. Go. Dans la norme A344-17 qui concerne les palettiers, on va parler d'inspection. Nous, moi, à mon avis, puis Alain, je suis sûr qu'il est dans le même sens que moi, c'est fondamentalement important de faire de l'inspection dans les entrepôts. C'est très important. Donc, l'article 8.1.3 dit « Toute pratique d'exploitation inadéquate devrait être notée durant l'inspection. » Hein? Devrait, on peut le changer par doit être noté durant l'inspection, notamment dépassement inapproprié des marchandises sur les palettes ou des palettes sur les listes. On a vu des exemples. Je suis sûr que dans vos organisations, vous avez également des exemples. Il faut les noter, il faut les inspecter, puis il faut trouver des moyens pour plus que ça se reproduise. L'utilisation de palettes endommagées. Avec les palettes endommagées, bien, trouver des moyens pour en disposer des palettes endommagées, prévoyez des places pour les entreposer. Les palettes à usage unique, on a vu qu'on ne doit pas les remettre en circulation. Unique, ça veut dire on s'en sert une fois, après ça, il faut s'en débarrasser, soit faire un feu de Saint-Jean ou faire d'autres choses avec. Il faut aussi identifier l'utilisation de palettes n'ayant pas les bonnes dimensions. Si vous avez seulement des charges de 4 pieds par 4 pieds, bien, les palettes vont avoir 4 pieds par 4 pieds, mais ça arrive des fois qu'on va recevoir des moteurs, on va recevoir des transmissions, on va recevoir d'autres trucs qu'on va mettre sur des petites palettes. Bien, ça doit être noté également, ou les charges surdimensionnées, les palettes surdimensionnées qu'on retrouve dans un palettier. Les charges excessives, on a vu plein de photos de charges excessives, vous êtes capable de les déterminer maintenant. Et l'utilisation non sécuritaire du matériel de manutention, on parle de chariot élévateur, on parle de transpalettes, on parle d'échelles, d'escabeaux, on parle de tout ça. Alors, si quelqu'un l'utilise de façon inappropriée, bien, il faut intervenir, il faut arrêter de se fermer les yeux, intervenir pour corriger la situation. Merci de votre attention. Mais c'était un plaisir.